Eh bien, pour finir ce cours d'introduction sur le transistor, nous allons jeter un coup d'œil sur des schémas équivalents où on va proposer un schéma qui représente le transistor selon chaque mode d'utilisation de ce transistor. Donc, on a vu qu'il y a trois modes. Bloqué, le transistor bloqué, il suffit simplement de l'enlever du circuit, il va disparaître. On va voir comment est-ce qu'on remplace le transistor quand il est dans le mode normal et on va terminer par remplacer un transistor par un schéma équivalent quand il est saturé. Voici les schémas équivalents qu'on appelle les schémas équivalents grands signaux qui seront utiles surtout pour un transistor quand on l'utilise dans des circuits dits analogiques. Donc ça, c'est le symbole de transistor. Je pense que maintenant vous avez compris. Il y a la tension de jonction en base émetteur, il y a les trois courants qui entrent dans les trois pins de ce transistor, ainsi que la tension VCE qu'on va faire une focalisation sur cette valeur de VCE. Parce que comme on a vu, le mode normal, c'est vraiment quand le transistor est dans un mode où il conduit, c'est-à-dire on a la tension base émetteur qui est une tension de l'ordre de grandeur d'une tension de jonction, et la tension entre collecteur et émetteur est strictement positive. Si on a réussi à vérifier que le transistor conduit et que cette tension reste positive, à ce moment-là, on peut enlever ce symbole et le remplacer par un schéma équivalent qui est le suivant. On remplace la tension entre base et émetteur par une tension ou une source de tension qu'on appelle UJ, c'est une approximation. Et maintenant, on a le fameux effet transistor, c'est-à-dire le fameux effet transistor. Le transistor se comporte comme une source de courant où le courant qui passe dans le collecteur, qui est tiré dans le collecteur, il va sortir par l'émetteur, il est proportionnel à bêta fois IB. Donc il va tirer un petit courant IB dans la base qui serait multiplié par bêta. Et voilà le schéma qu'on pourrait simplement, si quelqu'un nous dit votre transistor conduit et vous avez vérifié que la tension collecteur-émetteur est strictement positive, vous enlevez ce schéma-là et vous remplacez par ceci à la place. Et je répète simplement pour dire, quand un transistor faible puissance qui est en mode normal, qui tire un courant IC, on peut faire tout à fait cette approximation que le courant IC plus IB qui va donner le courant IE, si vous l'écrivez comme ça, et vous remplacez le courant IC par bêta fois IB et vous prenez IB en évidence, vous allez trouver que c'est bêta plus 1, qu'on peut négliger le 1 par rapport à ce bêta qui est généralement très très grand. Donc on peut toujours dire que IE est égal approximativement à IC. C'est comme si on est en train d'annuler le courant de base. C'est comme si on est en train de dire ce courant est quasi négligeable, donc on l'approxime par un courant à peu près égal à 0. Ça, c'est le mode normal. On focalise sur VCE. On va maintenant focaliser sur VCE de nouveau, mais cette fois-ci, lorsque VCE égale à 0. Lorsque votre transistor, il est placé dans un circuit, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on arrive à saturer un transistor. Vous imposez une tension collecteur-émetteur. Je dis bien vous imposez, parce que ça, c'est l'utilisateur dans son circuit qui amène le transistor à saturer, et que cette tension entre le collecteur et émetteur est égale à 0, c'est-à-dire cette source de courant, elle va disparaître, et le transistor devient un vrai court-circuit comme collecteur et émetteur, et là, il n'y a plus l'effet transistor qui nous intéresse dans les circuits analogiques, c'est-à-dire quand le transistor fonctionne comme une source de courant. Et vous allez vous retrouver avec un court-circuit entre le collecteur et l'émetteur. Il n'y a plus cet effet source de courant, donc on ne peut plus dire IC est égal bêta fois IB. Vous êtes dépendant d'un schéma, et ce schéma-là, on a le transistor qui conduit, donc la tension de jonction reste la même. Collecteur-émetteur est un court-circuit, on le remplace dans ce modèle par un court-circuit. Donc si vous vérifiez que VCE est égal à 0, vous enlevez votre transistor, vous remplacez votre transistor par ce schéma que vous voyez ici. Et là, vous tombez sur une relation qui va vous dire clairement, comme ici, IE, c'est la somme de IC plus IB. Les deux courants entrent par les deux pins, sortent par l'émetteur. D'ailleurs, la flèche ici indique le courant qui sort du transistor et qu'on le voit ici. Mais la différence fondamentale, c'est que vous ne pouvez pas écrire cette relation. Donc vous vous trouvez à dire c'est IC et on ajoute SAT. On n'a plus de source de courant, on a un courant qui peut
être proportionnel à un courant de saturation, qu'on verra comment le calculer après. Mais alors le plus critique, c'est IB-SAT. Comme la relation a disparu ici, donc on ne peut pas dire que ce IB-SAT est lié à IC, et IC est un courant constant ou un courant commandé à travers une source de courant. Vous pouvez augmenter IB-SAT. N'oubliez pas que là, vous avez une jonction qui est une diode, et cette diode-là, plus vous augmentez la base émetteur, plus le courant de base va augmenter, et on parle de IB-SAT. Donc vous allez vous retrouver avec un IE-SAT qui va être proportionnel à IB-SAT, que lui peut augmenter. Donc ce courant peut augmenter, il s'ajoutera un courant IC-SAT. Ce courant-là, on verra qu'il sera limité assez souvent par une résistance. Donc vous allez avoir un courant qui n'est plus proportionnel à ce IC-SAT. Et il faut faire très attention, si par hasard vous continuez à augmenter ce courant, vous risquez d'endommager la jonction base émetteur parce que vous allez lui imposer un courant qui augmente avec une tension qui reste toujours sur une courbe exponentielle de l'ordre de UJ. Donc la puissance dissipée dans la jonction va être de l'ordre de UJ multiplié par IB-SAT, mais si IB-SAT augmente, la puissance augmente et vous pouvez claquer la jonction base émetteur, ce qui arrive souvent quand on augmente ou on entre en saturation et la tension base émetteur s'emballe ou augmente. Ce que je viens d'expliquer ici est absolument valable pour un transistor PNP. C'est pour ça qu'on ne passe pas notre temps à montrer le PNP et le NPN, parce que si je reprends la même chose et je l'applique maintenant à un transistor de type PNP, je me retrouverai avec un transistor que je prends le symbole, au lieu de parler de VBE comme tension de jonction, étant donné que le courant entre dans l'émetteur et il sort par la base et il sort par le collecteur, c'est le sens opposé de ce que vous voyez ici, eh bien je parle d'une tension VEB. Je dois continuer après quand je parle de mode normal, c'est la même condition, mais au lieu de dire VCE doit être positive, cette fois-ci je dois dire VEC doit être positive. Et la saturation, c'est pareil, parce que là c'est l'égalité avec 0. Alors j'intervertis le sens des flèches dans ce transistor, ce qui m'amène toujours à exactement les mêmes règles que j'applique aussi bien là que là. Vous retrouvez les mêmes lois. Vous intervertissez le sens des vecteurs base-émetteur, émetteur-base, et pareil pour les sens des courants, et pareil pour les courants de sortie, donc le courant de collecteur-émetteur et la tension entre émetteur et collecteur. Et voilà, donc on ne va pas tout le temps parler de dualité entre les deux transistors, sachant que ce transistor-là est simplement un transistor dont les lois sont les mêmes, mais simplement les sens de tension et de courant sont différents. Le transistor bipolaire pourrait être utilisé aussi dans des circuits qu'on appelle logiques. Là, on va parler de transistors dans l'état bloqué et dans l'état saturé. On vient de voir que la saturation peut arriver à ce transistor et il se comporte avec un court-circuit, ou plutôt on a une tension entre collecteur et émetteur est égale à 0. Donc comme si c'est un interrupteur fermé, on dit qu'il y a un court-circuit entre collecteur et émetteur, c'est équivalent à dire que la tension collecteur-émetteur est égale à 0. Et quand on bloque le transistor, c'est simplement le transistor, vous pouvez l'enlever. Si la tension VBE est inférieure à une tension de jonction, votre transistor est complètement inutile. Vous pouvez l'enlever de votre circuit, donc on le symbolise par un interrupteur ouvert. Donc là, comme on a parlé de transistor NPN, on peut parler aussi de transistor PNP, et on se retrouve avec la même chose qu'on avait présenté juste auparavant, qu'au lieu de dire VBE, on dit VEB, et pareil pour la tension EC au lieu de dire CE. Mais les modes de fonctionnement ne changent pas. On bloque le transistor en lui appliquant une tension inférieure à UJ, on le sature à condition que sa tension de sortie, on fait circuler un courant d'une manière à ce que la chute de tension collecteur-émetteur tend vers 0 et le transistor se comporte comme un circuit fermé. Et ça nous permet d'utiliser le transistor bipolaire dans des applications numériques. Donc on peut avoir des portes logiques. D'ailleurs, les transistors bipolaires étaient à l'origine des portes TTL, transistor logique, avant que le transistor MOS est venu pour le remplacer, pour faire des circuits logiques qui sont beaucoup plus performants. Pourquoi? C'est parce que dans ce cas-là, on a un courant de base, et dans le transistor MOS, il n'y a pas de courant de base, donc la tension de commande suffit pour fermer ou ouvrir un transistor
MOS. Par contre, ici, quand on ferme un transistor, donc quand on se trouve ici, on continue à tirer un courant comme on avait vu avant. Et ça, c'est un courant qui est pure perte. Il ne sert à rien. Il y a une puissance perdue pour maintenir le transistor fermé. Pour terminer cette semaine de cours, j'aimerais bien qu'on regarde un exemple. À travers cet exemple, vous verrez bien qu'on va maîtriser les 3 modes d'utilisation de transistor et de montrer qu'un transistor, dans un schéma, il peut être bloqué en mode normal et saturé. Et tout ceci est lié à ce qu'on a mis comme résistance. Par exemple, dans ce schéma-là, j'ai mis une résistance dans le collecteur et j'ai mis une résistance dans la base. Le transistor, quand on l'utilise en ce qu'on appelle modèle grand signaux, on avait fait cette approximation. On a dit quand on veut parler de la loi exponentielle de transistor, elle pourrait être approximée par blocage ou conduction. Donc si vous prenez la maille qui se trouve ici, donc cette maille ici, celle qui est là, vous allez voir que la tension V1 égale à la tension qui est là, qui est IB fois RB, à laquelle j'ajoute la tension qui se trouve ici. Et celle-ci, on va l'approximer à UJ. Donc, on a fait cette approximation, donc je peux très facilement, dans cette maille qui est créée par V1 est égal RBIB plus UBE, étant donné que là j'ai une loi linéaire, donc c'est une loi d'Ohm, et là c'est une loi exponentielle. Cette loi exponentielle, si le transistor conduit, ben je mets UJ. Si le transistor bloque, eh bien cette tension-là, je vais dire, c'est une tension qui n'est pas UJ, c'est la tension VBE. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cette maille-là? On vient de voir que si je me trouve ici, de cette loi, donc j'ai une tension VBE qui est inférieure à UJ, je suis là, bah, il ne peut pas y avoir un IB. Le transistor est bloqué. Il n'y a pas de courant qui passe ni dans IC, ni dans IE, ni dans IB. Donc, la tension V1 ici, c'est la même que je verrai là. Si IB est égal à 0, si vous mettez IB égal à 0, bah IBRB égale à 0, donc cette chute de tension est égale à 0. Donc la différence de potentiel que vous voyez là, c'est la même différence de potentiel que vous voyez là. Et cette condition-là est obtenue lorsque votre transistor ne voit pas une tension de jonction qui lui permet de conduire. Et voilà. Donc si VBE est inférieur à UJ, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement, donc on enlève ce que j'ai noté, et on va regarder ce qui se passe avec ce transistor, c'est que si votre transistor se trouve ici, vous pouvez simplement tomber dans la condition où ce transistor est bloqué. Et bloqué veut dire le modèle, le transistor va disparaître, je l'enlève. Ça, c'est un transistor bloqué. Donc le modèle d'un transistor bloqué, c'est rien du tout. C'est, on est là. Il n'y a pas de IB, il n'y a pas de IE, il n'y a pas de IC, il vient d'être effacé. Donc si vous mettez vos doigts ici pour regarder la tension V2, eh ben V2 n'est rien d'autre que VCC. Et si vous regardez V1, eh ben V1 de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est la même chose, étant donné que le courant ici est égal à 0. Et comme ça, quand on dit un transistor dans un état bloqué, c'est simplement un schéma équivalent, on l'enlève du circuit. Donc le blocage du transistor lorsque VBE est inférieur à UJ, c'est ce que je viens de dire. IC est égal à IE est égal à IB égal à 0, et V1 est inférieur à UJ, cette chute de tension est nulle, cette tension-là et cette tension-là sont les mêmes, parce que IB égale à 0, donc ce potentiel est égal à ce potentiel, et on a dit tout à l'heure, et on vient de le voir, que V2 est égal à VCC, parce qu'il n'y a pas de courant qui passe, donc le courant qui passe IC par la résistance RC, ou cette chute de tension-là, ça c'est VRC égale à 0. Donc, cette tension est égale à cette tension ici. On va commencer maintenant à regarder lorsque VBE est de l'ordre de UJ. Donc votre transistor commence à conduire. Si votre transistor commence à conduire, plus vous montez V1, plus le courant IB va augmenter avec, plus vous allez avoir un courant IC qui augmente avec, plus IE qui est égal à IC. Donc on est en train de regarder ce transistor comme si on a deux mailles
Et c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Donc si quelqu'un vous pose un schéma tel que ceci, vous devez regarder ce qui est de ce côté-là par rapport à ce qui est de ce côté-là. Ça, c'est l'entrée de votre transistor, c'est là où vous le commandez. Ça, c'est la sortie de votre transistor où vous observez la tension V2, qui est proportionnelle à la tension VRC, bien sûr, parce que la somme des deux est égale à VCC. Donc si vous regardez ce transistor, vous commencez toujours par la jonction de commande ou par la partie où on est en train de... On a dit que c'est un robinet à électrons, donc c'est là où je vais commander le robinet. Donc c'est par là où je vais changer cette tension VBE pour qu'un courant commence à passer. Bien sûr, la variation de VBE est extrêmement faible. Il est de l'ordre de UJ, mais on est en train de parler des millivolts de variation. C'est inférieur à UT. Et UT, c'est de 26 millivolts. Donc la tension thermodynamique du transistor. Donc quand on fait varier VBE avec très très peu de variation, eh bien on va observer la chose suivante. Donc lorsque VBE est égal à UJ, je vais prendre la maille qui est là. Et je vais écrire V1 égale, c'est un vecteur bien sûr, à IB multiplié par RB, plus, je vais faire cette approximation. L'ordre de grandeur de VBE qui va être de cette approximation grand signaux égale à UJ. Donc quand vous regardez ceci, vous allez dire, bien sûr, lorsque mon transistor commence à conduire, il va avoir IB. IB va passer, ça va engendrer un courant IC. Donc là, on a analysé ce qui se passe de ce côté-là. On va aller le regarder encore un peu plus en détail. C'est ce que je viens de calculer. V1 égale IBRB plus UJ. Et là, je peux parler d'un courant IB. Et ce courant IB dépend de V1 et de cette approximation de UJ divisée par RB. Donc bien sûr, la résistance RB est extrêmement importante. On n'aurait pas mis RB ici, on se serait trouvé à commander la tension V1 qui vient directement en base émetteur. C'est impossible de faire parce que vous avez une variation exponentielle du courant par rapport à cette tension. Par contre, quand on regarde ça ici, on est en train de dire il y a IB, c'est égal à la tension V1 moins une certaine constante qui est UJ, et il reste la loi d'Ohm RB-IB qu'on voit. Donc, c'est IB voit cette tension divisée par la résistance RB. Et là, je peux parler de cette loi à condition que j'aille vérifier que V2 est forcément supérieur à 0. Si je ne vérifie pas ça, eh bien, je ne peux pas écrire cette loi. Ça veut dire que mon transistor est saturé. Donc, si je fais ce genre de calcul et je vérifie, je peux même aller mettre les valeurs numériques que j'ai ici et voir quel est le courant qui passe dans mon transistor par rapport à une tension V1 qui est donnée. On a dit qu'on analyse ce qui se trouve de ce côté et on va analyser maintenant ce qui veut se trouver de ce côté-là. Donc on a regardé la partie commande, on va regarder comment le transistor à la sortie V2, qui n'est rien d'autre que VCE. En l'occurrence, ça c'est V2, c'est entre collecteur et émetteur. Donc cette tension-là, V2, je n'ai qu'à prendre le vecteur VCC de là à là, qui est égal à ICRC. Donc ici j'ai ICRC plus V2. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc VCC est égal ICRC plus V2. Autrement dit, V2 égale VCC moins ICRC. Et je sais bien que ce courant IC, si mon transistor est en mode normal, est proportionnel à un bêta fois IB. C'est ce que je fais ici. Je le remplace. Bien sûr, je peux l'écrire si c'est V2 est supérieur à 0. Donc ça, c'est dans la condition que ces deux sont strictement positives. Et une fois que j'ai ça, je peux maintenant remplacer IB que je viens de calculer tout à l'heure. On a calculé IB dans cette maille. On est en train de ramener IB vers la sortie à travers IC. Et là, j'ai vraiment écrit tout ce que je peux tirer comme loi de Kirchhoff qui me permettent d'écrire toutes les tensions et les courants dans un mode de fonctionnement avec les tensions de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc n'oubliez pas que dans IB se cache V1 et c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est ce que j'ai écrit au début pour cette maille.
Et pour cette deuxième maille ici, je viens d'écrire ceci. Et on avait vu que le courant IB, c'est le lien entre les deux. C'est ce qui relie la sortie à l'entrée, parce qu'il va être à la sortie multiplié par bêta pour donner IC. Et je vais remplacer ça ici, et je tombe sur une relation dans laquelle je vois V2, F de V1, ce qui est mon objectif. Je voudrais faire une fonction de transfert dans laquelle je mets une tension V1 et je vais voir la tension V2 avec le transistor qui peut se trouver dans tous ces modes. Donc je remplace ça par ça et je vais trouver ceci. Donc une fois remplacé IB là-dedans, ça me donne cette relation. Je vous laisse vérifier. Vous allez vous retrouver avec une relation dans laquelle vous avez les valeurs bêta. N'oubliez pas que c'est un transistor donné, donc on a donné un bêta égal à 100. Et on a donné une résistance d'une valeur 10 kΩ et une résistance de collecteur d'1 kΩ. Et on alimente avec une source de tension de 5 volts. Et on se retrouve avec une tension V2 égale à VCC moins 10 V1 moins UJ, qui est égale V2 à VCE, c'est cette tension-là, collecteur-émetteur, et on voudrait vérifier pour quelle valeur de V1, ou quelle est la valeur limite de V1, pour laquelle V2 n'est pas égal à 0. Extrêmement important ce que je dis, parce que maintenant on voit que, en réalité, ce qui va se passer avec votre montage, si vous écrivez cette loi-là, et vous remplacez par les valeurs qu'on a ici, bêta, RC, RB par leurs valeurs, vous retrouvez V2 est égal à VCC, je vous rappelle que ça c'est 5 volts, 10 fois UJ, donc c'est 10 fois 0,7 volts, et moins 10 fois V1. Ça va dépendre de la valeur de V1. Et tout ça va vous donner la tension VCE. Donc forcément, si vous avez un certain V1 que vous mettez ici, qui vous donne ça égal à 0, c'est la valeur limite. Donc VCE devient égal à 0 si V1 est égal à 1,2. Donc inférieur à 1,2, vous garantissez que votre transistor possède une tension V2 strictement positive. Si vous avez V1 est égal à 1,2 volts, eh bien vous allez tomber sur une relation dans laquelle la tension V2 elle va être égale à 0. Et qui a fait ça? Eh ben, c'est vous. Parce que vous avez choisi une résistance RC qui est égale à 1 kΩ. Vous avez mis une tension ici. Si vous mettez un vecteur ici, que vous dites que ce vecteur, c'est RC fois IC qui vous donne la tension VRC, et bien sachez que ce paramètre RC-IC qui est égal à VRC, plus IC augmente, plus regardez ce qui se passe avec ce vecteur. Vous êtes en train d'augmenter ce courant, tension et courant dans une résistance se suivent. Regardez, cette tension augmente, augmente, augmente. Pendant ce temps-là, la tension V2 est en train de baisser, 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 jusqu'à ce que vous imposez à V2 égale à 0 et vous poussez vos transistors dans la saturation. Tant que vous êtes avec une tension IC-RC qui permet à cette tension-là de ne pas écraser la tension V2 pour que ça devienne égal à 0, eh bien vous êtes sûr que votre transistor est en mode normal. Donc votre transistor vous donne une source de courant ici. IC reste une source de courant. On a dit que si je veux remplacer ce schéma par son modèle de tout à l'heure, je n'ai qu'à prendre une source de tension que j'appelle UJ. Je vous renvoie sur le tableau qu'on avait dessiné avant. On met une source de courant commandée ici. Et cette source de courant commandée est à l'origine de votre courant. Là, vous avez le IE. Et là, vous avez un courant IC est égal à bêta fois IB. Ben regardez, si vous enlevez ce transistor et vous mettez ça à la place, ben vous verrez ce qui se passe avec votre circuit en mode normal. Mais plus vous augmentez IB, plus vous allez augmenter IC, plus la chute de tension sur RC augmente et elle va pousser V2 à tendre vers 0. Mais au moment où vous avez écrasé V2 est devenu égal à 0, sachez que votre transistor, il n'est plus ceci. Vous pouvez l'enlever et là vous le remplacez par le fameux schéma qu'on avait montré aussi, que je vais démontrer tout de suite après. Il y a un court-circuit entre collecteur et émetteur. Et là, si vous regardez ce qui se passe dans cette maille ici,
chaque fois que vous augmentez V1, vous allez augmenter IB. IC ne suivra plus, il n'y a plus cette relation. Donc IE va augmenter bien sûr. Et vous continuez à augmenter, IB augmente. Et vous êtes simplement dans cette maille qui va pousser IB à augmenter. Et vous n'avez plus un effet transistor, il est remplacé par un court-circuit. Donc la saturation d'un transistor n'est pas un fait lié au transistor, c'est le circuit dans lequel vous l'avez mis et les valeurs des éléments qui lui imposent cette saturation. J'aimerais attirer votre attention sur ce facteur 10 que je vois là, avec un signe moins qui est devant. Donc si vous regardez V2, F de V1, ce qu'on cherche à obtenir, on trouve une composante DC. Ça, c'est 5 plus 7. Donc on a ici une composante entièrement DC, ça ne se modifie pas, c'est tout le temps comme ça, moins 10 fois V1. Donc chaque fois que vous augmentez le V1, eh bien vous allez soustraire de cette quantité une quantité 10 fois V1. Mais je vous amène à vous rappeler de ce 10 fois V1. Donc V2 est lié à 10 en valeur absolue par rapport à V1, et c'est ça qu'on va appeler plus tard le gain de votre transistor, et c'est là où votre transistor va travailler comme amplificateur. On va le voir tout de suite après. Voilà votre transistor. Si vous avez fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez augmenté tellement le courant que V2 est court-circuité par le fait que RC est devenu très grande, donc V2 est égal à 0 est égal à VCE, votre transistor est bel et bien en saturation. Et si votre transistor est en saturation, ce qui va se passer dans cette maille n'est plus une maille de commande de IC. Vous êtes obligé d'ajouter la notion de saturation, 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 et vous vous retrouvez dans ceci. Vous vous trouvez avec votre transistor saturé, et là-dedans, IB sat RB plus UJ, ça, vous devez toujours vous rappeler que l'approximation UJ marche toujours, parce que c'est de l'exponentielle qui est toujours de l'ordre de UJ. Donc vous allez écrire IB sat égale V1 moins UJ sur RB. Et là, à la place de votre transistor, vous prenez le modèle qu'on avait vu juste avant, et vous remplacez votre transistor par un court-circuit entre le collecteur et l'émetteur, et entre la base et l'émetteur, vous avez une tension UJ. Donc vous prenez ceci, vous le mettez à la place de votre transistor, et vous allez vous retrouver avec entre base et émetteur UJ, et vous écrivez cette loi qui est là. Et par contre, de l'autre côté, quand vous avez un court-circuit entre collecteur et émetteur, regardez, ce transistor, c'est un court-circuit là. Donc V2 égale à 0. Donc il y a entre VCC et la masse, juste la résistance RC, qui est parcourue par ce courant IC sat. Donc ça vient là, et on a IC sat fois RC égale à VCC, et c'est ce que j'écris ici. Donc le courant IC sat, il va devenir constant, il ne peut plus augmenter. Il n'est plus commandé par le courant de base, il est égal à une constante qui dépend simplement de la valeur RC et de la tension d'alimentation, enfin inversement proportionnelle à RC et la tension d'alimentation VCC. Cette loi-là, il n'y a plus d'égalité. Et là, vous pouvez refaire le même calcul que tout à l'heure et trouver que lorsque V1 supérieur à ce 1,2 volts qu'on a calculé par rapport à la tension V2, eh bien, vous trouvez V2 égale à 0 lorsque V1 est supérieur à une tension qui est proportionnelle à ces valeurs qu'on a mis ici. Et votre transistor ne peut plus être utilisé dans un circuit analogique, il est plutôt dans un circuit numérique parce qu'il nous donne une tension nulle au-delà d'une certaine valeur. Et pour finir, je reprends le même circuit et je commence à l'analyser dans les trois cas. Si la tension VBE, il est là, qui est proportionnelle à V1, donc si la tension VBE, là, pardon, si V1 est inférieur à UJ, pas de courant IB, vous avez votre transistor bloqué. Et on a dit à ce moment-là, le schéma équivalent de votre transistor est vraiment ceci. Vous l'enlevez. Ça, c'est le cas où vous êtes ici. Là, il y a une erreur. Ça, c'est la tension V1, ce n'est pas la tension V2. Donc, si la tension V1 est inférieure à UJ, vous allez vous retrouver avec un modèle d'un transistor, on enlève. Alors après, on va regarder ce qui va se passer
quand on commence à faire conduire le transistor. Donc on est là, dans cette partie entre le blocage et la saturation. Il y a une partie ici, où on a une relation linéaire entre V2 et V1, et on l'avait calculé. La tension linéaire entre V2 et V1, je vais continuer à corriger cette erreur de frappe, ça c'est V1. Donc lorsque V1 dépasse la tension UJ, votre transistor il commence à conduire. Et il agit en mode normal, donc c'est une source de courant. Et tout à l'heure, on a sorti cette expression, si vous vous souvenez bien. Et j'ai insisté sur la notion de 10 fois V1, avec un signe moins. Et on le voit ici. Donc vous allez vous retrouver avec une tension V2 proportionnelle à moins 10 fois V1, plus une certaine constante. C'est ce qui fait que la droite que vous voyez là ne passe pas par l'origine, parce qu'il y a une composante d'essai. N'empêche, on a une pente qui est égale à moins 10. Donc la tension V2 par rapport à V1, il y a un signe moins. Quand l'un augmente, l'autre diminue. Et il le multiplie, la tension V2 est 10 fois V1. C'est génial, on a fait un ampli. Donc ce que vous mettez ici, vous le trouvez 10 fois multiplié par ce qui est dans ce schéma-là, à la sortie V2, et vous le trouvez inversé. Donc s'il s'agit d'une tension sinusoïdale, il va avoir un déphasage de 180 degrés qui est dû à ce signe moins. Maintenant, quand vous arrivez, vous continuez à augmenter V1, alors la tension V2 baisse avec, il y a le signe moins, la tension aux bornes de RC augmente avec, jusqu'à ce que vous retombez sur une tension dans laquelle V2 est égal à 0. Donc votre transistor est court-circuité. Et bien s'il est court-circuité, V2 est égal à 0, on est là, et votre transistor est saturé. Et quand votre transistor est saturé, eh bien ici, nous ne pouvons plus lier IC à IB, parce que IC il est proportionnel à une valeur IC fois RC est égal à VCC, c'est ce qu'on vient de voir. J'aimerais bien prendre le temps et insister sur les trois modes qu'on voit là. Blocage, la partie dite analogique de l'utilisation, dans laquelle on a fait un amplificateur où la tension de sortie est multipliée par une constante qui dépend des valeurs RC et RB et qui multiplie la tension V1. C'est là où on va utiliser le transistor comme amplificateur, et plus loin, on a le transistor qui est saturé. Donc, quand je vois ce schéma-là, et je veux parler d'un transistor qui est utilisé comme ampli, qu'on va voir tout le long de ce cours plus tard, eh bien, il faut toujours vérifier que votre transistor n'est ni bloqué ni saturé. Si vous retenez ces deux mots, vous dites si mon transistor n'est ni bloqué ni saturé, mon transistor est en fonctionnement normal et il correspond à son utilisation comme amplificateur avec les schémas d'amplificateur que nous allons étudier plus tard. Si par contre votre transistor est bloqué ou saturé, eh ben, l'utilisation de votre transistor, c'est simplement comme circuit numérique et il agit comme un inverseur. Donc, si vous injectez une tension V1, un signal binaire qui est aussi entre un 1 et un 0, vous allez voir une tension V2 qui est aussi binaire. C'est comme si vous avez réalisé un montage inverseur logique qui est comme ceci. Et ce que vous mettez comme état binaire, vous retrouvez l'état opposé. Donc un 0 nous donne un 1 et un 1 nous donne un 0. Et c'est ça, c'est le comportement de votre transistor quand vous êtes dans l'état bloqué ou saturé. Si vous voulez utiliser votre transistor, si votre transistor est en mode normal, là, vous allez mettre des variations de tension sur V1 tellement faibles, c'est inférieur à la tension thermodynamique de 26 mV, et comme il y a une pente, vous allez retrouver à la sortie une tension linéaire, qui est la tension V2, qui transforme la variation V1 en une variation V2 qui est 10 fois supérieure parce qu'on a un facteur de multiplication est égal à 10. Mais alors, c'est là où on voit l'utilité de polariser le transistor. Un des choses qu'on va discuter en long et en large, c'est si on veut avoir un signal dont la dynamique ou dont la variation se situe dans une certaine plage, on est obligé d'imposer à ce transistor un courant, une tension continue. Donc, il va avoir un courant qui le traverse IC0 pour un courant IB0, et puis il va avoir une tension V10 qui va lui permettre de se trouver dans une plage que toute petite variation qu'on impose ici se transforme en une variation qu'on trouve à la sortie. Et on parle maintenant d'un amplificateur de tension
et c'est un ampli qui a un gain. Pour terminer et résumer tout ce qu'on vient de voir et vraiment fixer l'idée sur qu'est-ce que c'est qu'un régime de fonctionnement d'un transistor, je vais reprendre le schéma. Dans ce schéma, je n'ai pas mis la résistance RC. J'ai pris le transistor et je l'ai mis entre la tension d'alimentation et la masse. Ça ne sert à rien, ça. Parce que vous avez compris que si je tire du courant de VCC et je renvoie le courant dans la masse, généralement, lire un courant est très difficile. On le lit à travers une tension par la loi d'Ohm, donc je le mets dans une résistance pour pouvoir le voir. Mais si vous prenez ce schéma et vous dites, j'ai imposé une tension V1, je prends un exemple. Je mets V1 est égal à peut-être 650 millivolts, quelque chose de cet ordre de grandeur, et je vois qu'il y a un courant IB qui va passer, donc cette jonction est de l'ordre de 0,6 à 0,7 volts, et je vais avoir un courant qui passe. Est-ce que V2 est égal à 0? Jamais de la vie. V2, dans ce cas-là, est toujours égal à VCC. Donc c'est un transistor qui est tout le temps en état normal. Il ne peut en aucun cas être saturé. Pourquoi? Parce que la tension V2 est constante et strictement positive et égale à VCC. Donc c'est simplement pour montrer que si vous avez un transistor, que vous le branchez comme ça, vous avez un transistor qui ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas lire la variation du courant. Je peux augmenter V1, donc j'augmente IC, mais je n'ai pas converti IC dans une loi d'Ohm pour pouvoir le lire sous forme de tension. Donc j'ai un courant qui augmente, mais je ne peux pas l'observer. Maintenant, je vais prendre le même schéma. Mais avant de passer sur quelque chose, donc je suis tout le temps ici. J'ai pris V2 égale à VCC, et si on dit VCC est égal à 6 volts, donc je suis quelque part ici. Donc c'est un courant qui augmente. Si maintenant vous augmentez V1, vous augmentez VBE avec, alors vous allez avoir cette courbe qui descend, et vous êtes tout le temps avec un point unique. Donc vous allez changer le courant IC. Donc si j'augmente V1, je vais monter le courant IC. Et si je baisse V1, je vais baisser le courant IC. Donc je n'observe que la variation du courant à condition que je regarde ça avec un ampèremètre. Maintenant, je reprends la même chose. Et je vais simplement ajouter une résistance ici. Donc je reprends ce transistor et je vais, si je le calcule comme ça, sans lui ajouter une résistance, en prenant les valeurs numériques qui se trouvent ici, je vais tomber sur un courant IB qui va me donner un courant IC égal à IE. Et en l'occurrence, dans l'application numérique que j'ai mis avec des valeurs données ici, je trouve que le courant de base pour un transistor qui a un bêta égal à 200 est de l'ordre de 2,3 microampères pour me donner un courant 200 fois supérieur, donc égal à 0,46 milliampères. Mais il ne me sert à rien parce que je n'ai pas pu lire le courant. Je vais ajouter une résistance ici. Lorsque j'ajoute une résistance ici, ça change les données. Maintenant, le courant IC n'a pas changé. Je reviens en arrière, j'ai un courant IC égal à 0,46, et maintenant, je convertis ce courant dans une résistance que j'insère là. Et cette résistance-là, elle va me convertir ce courant en une tension à ces bornes, qui est égale IC fois RC. Ça, je peux lire. Ça, je peux très bien prendre, même injecter dans un autre étage à transistor ici. Mais ça change les données. Est-ce que cette tension-là est très grande pour qu'elle soit de l'ordre de grandeur de VCC, ce qui annule V2, et ça me sature le transistor, ou elle est petite et elle met le transistor dans la zone linéaire? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est moi qui ai choisi la valeur de résistance RC que j'ai insérée, et c'est moi qui ai décidé que RC fois IC va avoir une certaine valeur. Et là, dans ce cas-là, on peut prendre ce même montage et faire le même calcul de tout à l'heure. J'ai pris une résistance RC, j'ai mis 10 kΩ. Là-dedans, de ce côté-là, je n'ai pas modifié quoi que ce soit. Vous vous souvenez bien, on a dit on raisonne toujours de ce côté et de ce côté. Je prends ce côté-là et j'écris la fameuse loi de la maille qui se trouve ici. IBRB plus UJ est égal à V1, ce qui est écrit ici. Et j'extrais la valeur IB. Et j'ai choisi une valeur de RB, 10 kΩ, ce qui va me donner, dans ce cas-là, 230 microampères. Donc je dispose de 230 microampères qui vont circuler ici. Si ce montage-là était en mode normal, IC devrait être égal à bêta fois ce 230 microampères qui est là. Donc,
fois IB. Donc ça va me donner un courant IC que je n'ai qu'à calculer avec le bêta qui est égal à 200 dans l'exemple. Ça va me donner 23 mA. J'ai imposé moi-même 23 mA ici. 23 mA qui vont circuler dans une résistance que je lui ai donné une valeur de 10 kg. Si je prends 23 mA, je mets dans une résistance de 10 kg, la loi d'Ohm me dit 23 fois 10 kg, il va vous amener à une chute de tension, ou plutôt vous écrivez cette maille de là à là, vous dites VCC est égal RCIC plus V2, ou bien vous le mettez V2 est égal VCC moins RCIC, et vous écrivez ce 23 mA qui multiplie la résistance de 10 kΩ ici, et vous allez vous retrouver avec une chute de tension sur V2 égale à moins 225 volts. Donc c'est impossible. Quand vous alimentez un transistor avec 5 volts, il y a une supposition qu'on vient de faire qui n'est pas correcte, c'est de dire bêta IB est valable. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que en alimentant à 5 volts, V2 elle est égale à moins 225 volts. Donc pas possible. Donc il y a une supposition que je viens de faire qui n'est pas correcte, c'est IC est égal bêta fois IB. Pourquoi? Parce que quand j'ai ajouté RC et que ce RC par un courant qui traverse a imposé V2 égale à 0, vous vous rappelez que cette chute de tension est très grande et qui a saturé le transistor, donc en réalité VCE est égal à 0. Donc cette loi-là n'est pas du tout correcte dans cet exemple ici. Donc vous allez vous retrouver avec plutôt autre chose. Vous allez dire, IC SAT est limité. Le courant ici ne peut jamais atteindre la valeur que je viens de calculer qui est là. Il est sûrement inférieur. Pourquoi? Parce que la valeur maximale de ce courant, c'est lorsque le transistor sature. Donc quand là j'ai un court-circuit, et je peux écrire qu'à ce moment-là, V2 égale à 0, et IC SAT multiplié par RC ne peut être égal à VCC, et c'est le maximum que je peux obtenir. Donc ça va me donner un courant IC SAT qui va être une constante égale à VCC divisé par RC, et c'est le maximum du courant que je peux avoir. Et au moment où j'arrive à ce courant-là, il se stabilise là, le transistor n'est plus source de courant, et il va, le transistor, agir en mode saturé, et je peux continuer à augmenter IB, mais qui n'a plus d'impact sur la sortie. Donc je tombe sur un courant de 0,5 mA, donc je suis loin de ces 23 mA que j'ai supposé que ça doit être le cas si le transistor n'avait pas été saturé. Ça, c'est juste. Et maintenant, si je veux calculer IB, je n'ai pas le droit de diviser IC SAT par bêta. Je suis obligé de prendre la maille qui est ici et dire quelle est la valeur de IB. D'ailleurs, on l'a calculé, il est là. Et c'est sûr que ce IE est égal à la somme de ça plus ça qui va donner à IE. Il n'est pas du tout égal à IC SAT. Eh bien, j'espère qu'avec cet exemple-là, vous avez réussi à comprendre que c'est plus les valeurs que vous donnez vous-même que vous pouvez saturer un transistor ou amener votre transistor à fonctionner en mode normal ou à le bloquer. C'est vous qui le décidez en fonction de ces différentes valeurs de résistance que vous aurez choisies. Eh bien, cette semaine, on a parcouru l'ensemble de modes de fonctionnement du transistor. On a étudié en détail les différentes caractéristiques électriques du transistor et on a pu tirer des conclusions assez utiles comme introduction pour dire qu'un transistor, bien sûr, il a des modes de fonctionnement qui sont surtout dépendants des circuits dans lesquels on va les mettre et que c'est surtout les calculs des éléments et des composants qu'on va mettre autour qui vont nous permettre de faire des schémas électriques qui tiennent la route. Soit on veut l'utiliser en mode analogique, on fait un ampli et on doit le polariser et il va avoir un gain, et c'est un gain linéaire, soit on l'utilise en mode bloqué ou saturé, et là, il serait utile pour faire un interrupteur ouvert ou fermé, donc utile pour des circuits logiques.